Émission placée ce soir sous le signe de cette expression, vous savez, lier le geste à la parole sommaire. Une semaine, jour pour jour, depuis que Benyamin Netanyahou a décidé de geler la réforme. Une semaine et pourtant les manifs continuent, la véhémence dans les gestes comme dans les mots aussi. Benyamin Netanyahou a tempéré donc, mais sans renoncer face à la gauche, à cette gauche dont on a à maintes reprises déclaré l'heure du décès, cette gauche de laquelle on dit qu'elle échouait à se fédérer. Cette même gauche aurait-elle contaminé la droite? Benyamin Netanyahou est-il toujours ce joueur d'échecs qui voit plusieurs coups à l'avance ou se laisse-t-il déborder par ces vautours reniflant le glas? Et en parlant de vautours, qu'est-ce qu'ils ont tous à forcément vouloir s'exprimer sur l'État d'Israël? On parle de tout ça dans quelques minutes. Et en deuxième partie d'émission, on parlera du mime Marceau. Vous savez, il est né à Strasbourg le 22 mars 1923. Il aurait fêté cette année son centenaire. Mais qui était-il vraiment? Celui qui a décidé de consacrer sa vie au mime était d'abord évidemment résistant. Il a popularisé l'art muet dans un monde où les forts en gueule gagnent leur place à force de cris et de véhémence. Que peut-on donc retenir des leçons de Marcel Mangel quand on pense que ces gestuels ont même influencé Michael Jackson et le moonwalk? On en parlera en deuxième partie d'émission. On va parler donc de tous ces sujets-là avec nous en plateau Myriam Shermer, journaliste israélienne. Bonsoir Myriam. Dror Yemini, journaliste aussi pour les Yediot Achronot. Entre autres, vous revenez des États-Unis et votre avis va nous intéresser justement sur ce dont on parlera en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, place au terrain. Je vous le disais, ça fait une semaine, tout pile, que Netanyahou a décidé de geler la réforme de la justice. Une semaine donc qu'il s'en est remis au président pour jouer les rôles d'arbitre d'une négociation que certains considèrent déjà morte dans l'œuf. On se rend justement à Jérusalem. On va y retrouver notre envoyé sur place, Pierre Kloschenler. Pierre, vous êtes devant la Beit Hanassi, la maison du président Yitzhak Herzog. 2 heures de discussion aujourd'hui avec les équipes de négociation de toutes les formations confondues. Des discussions qui ont été considérées comme positives. Oui, des discussions dont aucune substance ne filtre à l'heure actuelle, si ce n'est en effet qu'elles ont été qualifiées de positives par le président Yitzhak Herzog, que les deux parties ont convenu d'accepter et de comprendre la douleur de l'autre partie et les peurs de chaque partie. Mais à part cela, rien ne filtre, sinon que des comités d'experts vont se réunir pour discuter d'un possible consensus sur une possible réforme judiciaire cette semaine. Et ensuite, après la Pâque juive, les négociateurs, les politiciens se réuniront après avoir été briefés par les experts légaux. Pierre, on voit beaucoup de monde derrière vous. Quelle est l'atmosphère? Quels sont les refrains, les slogans qui sont scandés derrière vous et devant le Beit Hanassi? Écoutez, c'est une manifestation du Likoud qui rassemble peut-être une centaine de personnes au maximum, avec énormément de douleur d'une certaine façon, énormément de colère vis-à-vis du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, beaucoup de colère contre les juges de la Cour suprême. Le slogan, c'est « Le peuple exige une réforme judiciaire », mais il y a aussi des symboles un peu toxiques qui sont montrés ici. Il y a une personne qui fait partie des démonstrateurs qui est habillée comme un déporté dans un camp de concentration de la Shoah. Il y a donc ici des débordements au niveau des symboles qui sont plutôt de mauvais goût. Ouais, des slogans et des façons, des comparaisons qui n'ont pas forcément lieu d'être dans une telle manifestation. Pierre, vous les avez couvertes, les différentes manifestations, notamment et en majorité des opposants à cette réforme judiciaire. Est-ce que vous avez le sentiment que ce soir, devant la maison du président, on croit à cette possibilité d'un consensus, d'arriver à trouver un compromis entre les parties? Vous avez le sentiment qu'on y croit?
Écoutez, si je me réfère à ces manifestants ici, il n'y a pas de place au dialogue. Eux protestent contre le dialogue qui a été instauré sous l'égide du président israélien avec l'accord des partis principaux, qu'ils soient de la coalition ou de la majorité. Du côté des opposants à la réforme judiciaire, ce que les opposants appellent un coup d'État judiciaire, il y a des avis partagés, mais je pense qu'en général, tout le monde, du côté des opposants de la réforme judiciaire, laisse une chance au dialogue pour achever quelque chose comme un consensus mutuel autour d'une potentielle réforme judiciaire qui serait qui respecterait la séparation des pouvoirs, ce qui est l'un des fondamentaux d'une démocratie. Mais cela se fait sous la pression de la rue, c'est-à-dire que les opposants à la réforme judiciaire à l'heure actuelle continuent leurs manifestations par centaines de milliers. C'est beaucoup plus facile de mobiliser des gens contre une idée que de mobiliser des gens en faveur d'une idée. Et ici, évidemment, il y a beaucoup de problèmes pour mobiliser la droite israélienne. Et il y a aussi pas mal de problèmes dus au fait qu'on est à 2 jours de la Pâque juive, qu'il s'agit essentiellement d'un public traditionnaliste et qu'ils sont occupés à préparer la fête de la Pâque juive et avec le grand nettoyage de leur maison. Merci beaucoup Pierre Clochenler, donc en direct de la maison du président à Jérusalem. On entend ce qui est scandé, Myriam, et on entend ce que Pierre dit aussi. Une certaine frange de la population et certains hommes politiques ont d'ores et déjà déclaré qu'ils y croyaient pas vraiment à ces discussions, à ces négociations. Est-ce qu'en revanche, on peut considérer qu'on s'approche d'une solution? Est-ce que vous y croyez, vous, en tant qu'analyste de cette scène politique israélienne? Est-ce que vous croyez à une solution qu'on peut toucher du doigt? Alors, moi j'y crois, éternel optimiste, pas forcément en raison de ce qui se passe actuellement à la résidence du président, mais de manière générale, je pense que la société israélienne est capable, souhaite ce compromis. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que les négociations, c'est seulement autour des mécanismes sur la façon dont on va se parler, d'accord? Donc on n'est pas encore au cœur du sujet, on est en train d'établir les normes, les façons de faire, le protocole, d'accord? Donc on n'y est pas encore, ce sera plutôt pour après Pessah. Et il va falloir effectivement faire preuve que chaque côté puisse faire preuve de patience, j'ai envie de dire, de respirer et peut-être de laisser la place à la fête et de voir après ce qui va se passer. Après, effectivement, ces voix qu'on entend là, elles sont très importantes parce qu'effectivement, des deux côtés, il y a un public qui ne veut pas de compromis du tout, de part et d'autre. Mais ce public-là, ce qui est important de dire, c'est que dans les sondages, on voit qu'il n'est pas majoritaire. La majorité des Israéliens souhaitent un compromis. On le voit dans les sondages, on le voit du fait qu'ils soutiennent Gantz, qui lui préconise le compromis depuis le début. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, ce sont des franges de la population. C'est important de les écouter, tout en se rappelant qu'effectivement, la majorité souhaite un compromis. Ils ne sont pas forcément représentatifs de la majorité. Pendant que vous parliez, Myriam nous a rejoint Nissim Slama en plateau. Bonsoir Nissim, vous êtes militant Likoud. Alors, vous n'avez pas pu entendre notre envoyé spécial qui était devant la Beit Hanassi et qui nous racontait un petit peu la véhémence de ces militants pro-réforme et qui disait il y avait parfois certaines comparaisons qui n'étaient pas forcément de bon goût. On a vu Benyamin Netanyahou dire la semaine dernière, il y a 7 jours tout juste, dire « bon ça y est, ok, je vous ai entendu, on met tout sur pause ». Mais dans le même temps, on voit ces manifestations qui continuent, des manifestations anti-réforme, les manifestations pro-réforme qui s'y sont ajoutées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut bien comprendre, moi je viens du camp pro-réforme, et mon militantisme au Likoud est basé sur la question des réformes. Il y a quelques années, j'ai fondé avec des amis un groupe dans le Likoud qui est un parti démocratique qui s'appelle le Forum Hallel, dont tout le but de ce groupe-là était de pousser pour faire des réformes. Malgré cela, même nous sommes prêts à faire de grands compromis, à la seule condition qu'au bout du compte, on parle de réformes démocratiques qui amènent la démocratie au pays, qui rendent enfin le pays démocratique. Pour l'instant, avec cet arrêt total de cette réforme, c'est pour parler chez le président qu'on ne sent pas du tout objectif. Pour nous, ce n'est pas quelqu'un d'objectif.
on voit d'un côté 4 personnes du Likoud, dont 2 qui sont pas tellement en rapport avec cette réforme, Fox et Ron Dremer, et de l'autre côté tous les représentants des partis de l'opposition qui sont minorité à la Knesset. L'impression qu'on a, vous savez, c'est comme dans Star Wars, it's a trap, c'est un piège. C'est un piège. Et donc, ce qu'on a vraiment peur, en fait, c'est ce qui va se passer, c'est qu'au bout du compte, il va y avoir un plan de compromis, soi-disant, de la part du président, qui va amener à une situation qui est pire que celle qu'on a aujourd'hui, par exemple, comme ce que le président avait proposé il y a quelques semaines. Et quand le Likoud va refuser, on va dire, c'est à cause du Likoud que les pourparlers ont explosé, c'est à cause du Likoud qu'il y a un refus. Donc, c'est vraiment de ça qu'on a peur. Et je pense que c'est très important qu'au bout du compte, les gens qui manifestent devant le Beit Hanassi, devant la résidence du président, les gens qui manifestent qui sont à fond pour la réforme, comme moi, je vais de temps en temps manifester pour ça, ils ne sont pas contre le compromis. Le fait d'avoir des compromis, ok, on peut avoir des compromis. Mais ils sont contre l'idée qu'au bout du compte, la solution qui sera trouvée sera ou de geler la situation telle qu'elle est aujourd'hui, aujourd'hui Israël n'est plus une démocratie, ou d'avoir un compromis qui amène une situation encore plus. De plus, on se sent vraiment comme des citoyens de seconde zone. Pour l'instant, moi, à titre personnel, je me sens un citoyen de seconde zone. Je vous interromps parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, Ben Dror, dans ce que dit Nissim, et qu'on voit aussi scander de la part des autres manifestants, de l'autre clan qui manifeste. On ne fait pas de compromis avec la démocratie. Mais c'est tout ça l'idée d'une démocratie, c'est de faire du compromis, de se rencontrer au milieu. Myriam a dit des choses très justes. Il y a effectivement une coalition de radicaux, de droite et de gauche, du nord et du sud. Et cette coalition de radicaux ne veut pas de compromis. Elle veut qu'on se renferme dans ses positions. Et bien, chacun pense qu'il a raison, que la raison se trouve chez lui. Les gens du Likoud pensent que c'est cela, que la gauche pense cela, que si leur position n'est pas adoptée, on sera en dictature. Ce sont des bêtises, ce sont des inepties. On peut avoir un compromis. Toute constitution est un compromis, mais il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de justice absolue. Ceux qui pensent que la justice absolue se trouve chez eux, eh bien, ces gens-là nous mènent à une catastrophe. Il y a un groupe de droite comme cela, il y a un groupe à gauche, il y a Nasrallah et l'Iran, ils ne veulent pas de compromis. Donc, moi, je veux qu'il y ait un compromis, et quand il y aura un compromis, certains seront mécontents. Bon, d'accord, très bien, ils ne seront pas contents. La majorité veut un compromis, et ce ne sera pas une dictature, et arrêtez de nous menacer de la dictature. On a d'abord entendu cette menace de la part de ceux qui s'opposaient aux réformes. On peut s'opposer à cette réforme, mais ce n'est pas une réforme dictatoriale, il ne faut pas s'emporter. La critique est légitime, ceux qui veulent une réforme, c'est là aussi légitime. De mon point de vue, cela fait déjà 3 décennies. J'ai été avocat. J'ai critiqué à de nombreuses reprises, durement, la Cour suprême, son activisme judiciaire. Personne n'a me donné de leçons et à m'expliquer pourquoi la situation actuelle est mauvaise. Mais est-ce qu'il faut accepter la réforme de Levin et Rothman? Non. Parce que, au lieu d'une pression judiciaire, on aura une pression politique et ça n'est pas bon non plus. Ni d'un côté ni de l'autre. Nissim, on a vu les derniers sondages qui ont été révélés ce week-end avec pour la première fois Gantz qui supplante Benjamin Netanyahou dans ces sondages. On va peut-être les voir s'afficher. On a du mal à voir dans ce jeu-là le joueur d'échecs qu'on qualifie souvent Benjamin Netanyahou. On dit toujours qu'il a quelques coups d'avance, qu'il voit les choses différemment en 3D et que nous, on ne les voit pas en 3D. Bon, qu'est-ce qu'il voit là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il a vraiment plusieurs coups d'avance sur nous? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de suivre un plan que lui-même a préétabli et que nous, on n'arrive pas à voir? Non. Non, je ne pense pas du tout. Désolé, moi je suis au Likoud, dans un parti démocratique, je peux totalement critiquer Netanyahou sans aucun problème. Je ne pense pas que Netanyahou a aucun plan, je pense que sa gestion de la crise jusqu'à maintenant n'était pas très bonne, qu'il aurait dû dès le départ jeter en l'air, jeter à la poubelle toute cette histoire d'accord où il n'a pas le droit de parler de la réforme depuis des mois, parce que c'est du grand n'importe quoi, c'est le Premier ministre, c'est son travail de parler de la réforme. Là, cette décision de la conseillère judiciaire est une décision qui est illégale, comme énormément d'autres décisions de la conseillère judiciaire, comme énormément d'autres décisions
et de la Cour suprême. On parle de décisions illégales dans lesquelles Netanyahou n'aurait pas dû du tout. Il aurait dû dire, ok, tu dis ce que tu veux, je fais ce que je veux. Je pense qu'il a mal joué le coup et qu'à cause de ça, on se retrouve dans une situation... Il a perdu un petit peu les pédales là. Je sais pas. Je pense... Alors, je vais faire une sorte d'analyse qui est une analyse à 2 francs 50. Ok, je suis pas analyste politique, je suis militant politique, mais je vais quand même m'y essayer. Vous parlez sous le contrôle de Myriam et Ben Dror, donc ça voilà, va. donc je vais m'y essayer quand même. Et je pense que ce qui intéresse Netanyahou, c'est la politique extérieure. C'est l'Iran, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est la politique externe. Il vient d'un côté ce qu'on appelle en hébreu le tzionut medinit, le sionisme politique qui s'occupe du plan diplomatique. Il ne vient pas de l'école de ce qu'on appelle tzionut maaseh, du sionisme pratique qui s'occupait maintenant de faire des implantations, de créer Petar Tikva, de créer Rishon LeZion. Je parle au début du XXe siècle. Et ses maîtres, c'est Shamir, c'est Jabotinsky. Jabotinsky, qui est aussi mon maître, était ce qu'on appelait un sionisme politique. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de faire les brigades juives pendant la Première Guerre mondiale, c'est d'avoir la déclaration Balfour, c'est d'avoir le mandat britannique. Ce qui l'intéresse, c'est au niveau diplomatique. Pour Netanyahou, c'est beaucoup plus important que les États-Unis transfèrent leur ambassade à Jérusalem que d'avoir encore un plan d'implantation au milieu du terrain ou d'avoir encore un plan d'implantation là ou d'amener... mais bon, là, pour le coup, il se plante un petit peu, Netanyahou, et on le voit dans les sondages. Ce qu'on lui dit, Myriam, en fait, ce que le peuple lui dit d'une certaine façon, c'est bah oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre pouvoir d'achat, c'est l'éducation, c'est les hôpitaux, c'est ça? Je me permets de ne pas être d'accord. Ce qui intéresse les Israéliens avant tout... C'est pas ça ce que veut dire ce sondage qu'on a vu paraître et qui place Gantz en tête? Non, le sondage, c'était de dire, nous, on veut le compromis, on veut la voie du milieu, et Gantz représente la voie du milieu sur plein de sujets, et donc, mettons Gantz, puisque, après, il faut savoir aussi que les Israéliens aiment bien, comment j'avais entendu un chauffeur de taxi dire ça, on aime bien tester toujours le balai qui n'a pas encore balayé. C'est-à-dire qu'on aime bien prendre celui qui n'a pas encore travaillé pour dire, ah bah tiens, mettons celui-là. Ça dépend aussi évidemment des questions qui leur sont posées. Il faudrait poser des questions sur d'autres dirigeants pour savoir. Mais effectivement, c'est la première fois, je pense que ce qui a changé pour les Israéliens, c'est que c'est la première fois que Netanyahou ne rassure plus. C'est-à-dire que Netanyahou, on l'aime ou on l'aime pas, beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas pouvaient dire, bon, le pays est quand même globalement bien géré, donc ça va. Mais là, il y a un sentiment que justement, qu'il a perdu les pédales, qu'il n'a plus les mains sur le volant tel que c'était avant, qu'il n'est plus le conservateur, le centriste, effectivement, comme dit très justement Nissim, qui est beaucoup plus concerné par l'international que l'interne, qu'il est en train effectivement de gaspiller beaucoup de jetons sur une histoire intérieure importante pour beaucoup d'idéologues israéliens, mais pas importante pour le public israélien. Et tel est du coup le sentiment de, il y a le balabait ishtagea, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire le propriétaire n'est plus là. Ben Dror, on a suivi ce week-end en particulier, mais ça fait déjà un moment que c'est en train d'être dit par les médias israéliens, un grand reportage ce vendredi soir qui disait: écoutez, Netanyahou, Benyamin n'est plus aux commandes, mais c'est Yair qui contrôle tout. Est-ce que c'est ce message-là qui est en train d'instiller? Est-ce qu'on a des raisons de le croire, ce message? Il y a une chose qui est claire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez Netanyahou au cours des derniers mois. Je pense que les gens du Likoud le voient et les sondages le montrent. Ils disent ce n'est pas pour cela qu'on vous a élu. On voulait que vous vous occupiez du coût de la vie, de la sécurité. Donc, en ce qui concerne Jabotinsky, Jabotinsky se retourne dans sa tombe lorsqu'il voit ce que le Likoud fait à l'État d'Israël avec cette réforme, avec tant d'autres choses. La troisième chose, c'est que celui qui a été à l'initiative de la loi fondamentale sur les droits de l'homme et des droits du citoyen, c'était le Likoud. Dès 1973, un député du Likoud, dont le nom était Binyamin Halevi, a fait une proposition de loi, et quand on lit cela aujourd'hui, on se dit mais où était le Likoud à l'époque et où est le Likoud aujourd'hui? Le Likoud à l'époque était dans l'opposition et a soutenu une charte des droits du citoyen qui donne à la Cour le droit d'annuler des lois. Donc où est le Likoud d'aujourd'hui et où est le Likoud, pas de Jabotinsky, mais même le Likoud de 1973 qui a tant soutenu ces lois sur les droits du citoyen. Ce que fait le Likoud aujourd'hui est opposé à la majorité de ce que veulent les citoyens, à la vision de Jabotinsky et certainement à la vision de Menachem Begin. Ce sont deux partis complètement différents et il faut dire qu'une grande partie des citoyens le regrettent. Nissim, on est en droit de se la poser cette question. Est-ce que vous, en tant que militant du Likoud, vous la posez? Qu'est-ce qui est en train de se passer à la droite israélienne? Parce qu'on a l'impression que si quelque chose se passe mal avec Netanyahou, alors ça aura des conséquences et ça va... C'est très simple. J'ai beaucoup d'admiration pour Ben Dror Yemini.
que j'aime beaucoup, mais tout ce qu'il a dit, il faut vous faire, c'est exactement le contraire. Ah. Jabotinsky se retourne dans sa tombe en voyant ce qui est devenu Israël, que Israël n'est plus une démocratie. Un pays dans lequel 15 juges non élus de manière démocratique ont le fin mot sur toute chose et sont plus souverains et ont pris la souveraineté. Non, mais a dit qu'il fallait une réforme. Il est pour cette réforme, peut-être pas dans les termes dans lesquels elle est. Israël aujourd'hui ne peut plus être considéré comme une démocratie d'après toutes les définitions de la démocratie qu'on peut imaginer, ni celle de la souveraineté du peuple, ni celle de Karl Popper. Non, si vous vous y mettez vous aussi. Désolé. Non, j'ai pas fini mes phrases. Mais tu la poses une deuxième phrase chose qui demande une réponse. Est-ce que la Cour suprême, elle a une armée? Oui, la preuve, c'est qu'elle a une armée. La preuve, c'est qu'on a vu exactement comment le chef de la police a dit de manière claire, et quand le chef de la police à Tel Aviv devait être, d'après la loi, refusé, et que le ministre de l'Intérieur a décidé, d'après la loi, de le renvoyer, et le Mafka, le chef de la police a décidé d'écouter la conseil judiciaire qui a agi en l'encontre de la loi. On a vu comment les pilotes de l'armée ont dit de manière très claire qu'ils refusaient d'écouter le gouvernement et qu'ils écouteraient la Cour suprême et non le gouvernement. Quand il faut attaquer en Syrie, c'est pas la Cour qui décide d'attaquer en Syrie. Et on a très bien vu comment les pilotes ont refusé d'écouter le gouvernement en disant si vous continuez la réforme, on n'écoute pas le gouvernement, on écoute. Donc c'est très récent. Donc on voit qu'Israël n'est pas une démocratie parce qu'au contraire, la Cour suprême elle est activiste depuis un moment. On voit très bien qu'à partir du moment où l'armée et les pilotes décident d'écouter la Cour suprême non élue et non le gouvernement élu, c'est pas une démocratie. Jabotinsky se retourne dans sa tombe en voyant ce qui est devenu Israël. Par rapport à l'idée d'avoir des droits humains, etc., tout le monde est pour. Tout le monde est pour. C'est totalement ridicule de dire que le Likoud va à l'encontre des droits de l'homme, etc. C'est une attaque totalement ridicule. La seule question, c'est qui décide ? En 73, les juges n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. En 73, les juges n'avaient pas encore pris l'activisme qu'il y avait aujourd'hui. En 73, aucune personne dans la population israélienne ne savait qui étaient les juges. Et en 73, les juges ne décidaient pas si les lois de la Knesset étaient raisonnables ou non raisonnables. Il faut faire un peu la différence. Aujourd'hui, on a des juges qui décident, c'est pas seulement d'annuler les lois, c'est de décider sur les lois qui sont raisonnables, sur les nominations qui sont raisonnables. De Aaron Barak, on va laisser, je veux être très clair. Je dis simplement, au contraire, le Likoud est de plus en plus libéral. Et parce que le Likoud est de plus en plus libéral, le Likoud veut de plus en plus de démocratie. Et la démocratie, c'est le fait que mon vote vaut quelque chose. Pour l'instant, mon vote ne vaut rien. Et c'est ça le problème. Je suis un citoyen en tant que votant pour le Likoud, je suis un citoyen de seconde zone qui vote pour une politique. Et au bout du compte, j'ai des juges non élus et des conseils judiciaires non élus. Et il n'y avait pas ça en 73. Endror. Alors, j'aimerais dire que j'ai écrit un livre sur l'industrie des mensonges. Et l'industrie des mensonges, c'est ce qu'on dit à l'extérieur d'Israël à propos d'Israël. Et je regrette de voir qu'en Israël aussi, aujourd'hui, on a une industrie du mensonge. Quelle est cette industrie du mensonge? C'est toutes ces histoires sur des citoyens de première zone et de seconde zone. Les citoyens de première zone, c'est ceux qui payent leurs impôts, qui travaillent dur et qui veulent vivre en démocratie. Les citoyens seconde zone, ce sont ceux qui ont réussi à imposer, c'est une petite minorité qui réussit à nous imposer tant de choses qui sont illibérales. La plupart des Israéliens veulent par exemple un mariage civil, mais le Likoud, avec les partis ultra-orthodoxes, se trouve toujours dans une position pour nous empêcher d'avoir ces choses-là qui sont les fondements d'un pays libéral. Oui, je veux un État juif et démocratique, je suis opposé à l'activisme judiciaire, mais en 1973, les magistrats faisaient partie de ce débat. Le Likoud les ont fait participer. Et certains des magistrats ont dit nous ne voulons pas avoir le droit d'annuler des lois. Et les représentants du Likoud ont dit d'accord, si on reçoit ce pouvoir, on va l'utiliser. On dit les juges. Donc il faut connaître l'histoire. Alors je suis opposé à l'activisme judiciaire. Je ne pense pas qu'il y ait quiconque qui ait écrit plus d'articles contre l'activisme judiciaire que moi. Mais voyez de quoi vous parlez. Vous avez dit justement, vous avez parlé de cette crise constitutionnelle. On a des officiers et des soldats qui obéissent à la conseillère juridique et à la cour, et d'autres qui disent qu'on va obéir au gouvernement. Qui nous a mené à cette situation? C'est le Likoud. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en Israël. Donc le Likoud démolit la démocratie israélienne et disent qu'est-ce qu'on nous fait? Ça n'est pas sérieux. Quelqu'un qui a un flambeau dans la main, qui va brûler la maison et qui dit c'est toi qui m'oblige à brûler la maison, c'est de ta faute. C'est ridicule. La faute, c'est pas au Likoud qui propose des réformes démocratiques, c'est aux gens qui sont prêts à brûler la maison
à cause de des réformes en réponse au Likoud. Au lieu de venir s'asseoir à table et de dire cherchons des compromis, réfléchissons ensemble et qu'ils disent on va brûler la maison. Désolé, le problème, Mashber, le problème ne vient pas du Likoud, il vient de ces pilotes qui refusent de servir le pays en disant j'écoute les gens, un tribunal non élu et non le gouvernement élu. Bon, en voyant comme c'est chaud ici sur le plateau, je comprends que ce soit chaud à la Beit Hanassi, à la résidence du président Herzog, et qu'on ne s'approche pas forcément d'un compromis. Mais vous n'avez rien vu, Nathalie, oui. enfin. Non, au bout du compte, on est d'accord. Moi et Ben Dror, on est... Une seconde. On est d'accord. Au bout du compte, la dispute entre nous, elle est sémantique. Moi, je dis qu'on n'est plus une démocratie, on me dit on est toujours une démocratie. On parle de sémantique et de ressenti. De ressenti. Mais au bout du compte, Ben Dror veut une réforme, moi je veux une réforme. Ben Dror veut rentrer plus d'élus dans le système de nomination des juges, et c'est ce qu'on veut aussi. On peut trouver un compromis. Le compromis est possible. On a deux questions à poser. La première question, c'est ce que j'appelle la question Gabizon. Ruth Gabizon qui devait rentrer dans la Cour suprême et qui n'a pas pu à cause de l'opposition des juges. La deuxième question, c'est la loi contre les infiltrés qui n'est pas passée à cause des juges, malgré qu'elle est passée trois fois dans 2 Knessats différentes. C'est les deux choses qu'il faut vérifier. On va continuer à aborder ces sujets, notamment de la critique. Est-ce qu'on a le droit de tout se dire sur nous-mêmes? Est-ce que tout le monde doit parler de nous, nous étant l'État d'Israël? On va marquer une courte pause, on revient juste après et on en parlera ensemble. À tout de suite. Armée, police, service intérieur, service secret. Mais que savez-vous vraiment du monde de la sécurité? C'est dans ce désert, au cœur du Proche et Moyen-Orient, au cœur de tous les conflits, que tout a commencé. Mais dans cette fournaise, il n'y a pas que les températures qui grimpent, les tensions aussi.
conversation. Et il y a Ben Dror qui vient de tout résumer avec un... très fatigué, exténué de cette discussion sans cesse. Mais on va arriver à trouver la solution, n'est-ce pas, Nissim? On va trouver le compromis. J'espère vraiment trouver un compromis. C'est la ligne de... Allez-y. Allez-y. Allez-y, Ben Dror. אנחנו בשידור? אוקיי. On est en direct. אנחנו חייבים להגיע לפשרה. On est obligé de parvenir à un compromis. Nous n'avons pas d'autre choix. Bien sûr, on débat ici, et d'ailleurs, le débat entre nous fait partie de ce qu'est la démocratie. Je suis en désaccord non seulement avec lui, mais aussi avec des radicaux de gauche qui pensent que maintenant ils peuvent nous imposer la constitution de Meretz. Non, Meretz n'a pas franchi le seuil d'éligibilité, donc très bien, très bien. On peut trouver un compromis, on a besoin d'un compromis. J'espère que le président va faire preuve de sagesse, mais ce n'est pas que le président. Ce sont les hommes politiques eux-mêmes, les gens qui sont autour de la table. Aujourd'hui, c'est la première fois, et je dois dire cela, j'ai entendu d'autres choses, et je dois dire au crédit du Likoud, Yariv Levin, le ministre de la Justice, a dit nous nous sommes trompés, nous ne pouvons pas contrôler les trois pouvoirs. Non, pas un militaire. Yariv Levin, c'est ça qui est intéressant, c'est lui qui a dit, pour la première fois, il a dit l'autre camp a des arguments qui sont justes. Pour la première fois, j'ai entendu des gens du Likoud, de Kati Chetri, de la députée, qui participent à ces négociations, qui disent il faut parvenir à un compromis. Nous n'obtiendrons pas tout ce que nous désirons. Donc on a des premiers signes d'optimisme. J'espère vraiment, nous voulons tous être optimistes, nous voulons un compromis pour le bien de tous. Voilà, c'est le printemps, donc il faut faire attention à tous ces premiers signes. Moi, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous poser une question que je me pose vraiment et que je vous soumets donc. Doit-on vraiment toujours se mêler de tout? La question en images d'abord, avec ces déclarations d'Anne Sinclair, c'était au Parlement européen un peu plus tôt la semaine dernière à Bruxelles. Écoutez-la. Si nous ne disons rien, nous sommes complices du danger qui guette Israël et c'est pourquoi nous devons parler. Depuis bientôt 3 mois, j'ai honte et j'ai peur. J'ai honte de voir le chef du gouvernement israélien prêt à tout pour échapper aux poursuites qui l'atteignent depuis si longtemps, y compris pour cela, on l'a dit, à piétiner le conflit d'intérêts auquel il est soumis, bref, à s'affranchir des règles élémentaires de la démocratie. J'ai donc beaucoup de raisons d'avoir honte, mais j'ai aussi peur. J'ai beaucoup de raisons d'avoir honte, mais j'ai aussi peur. Alors, il n'y a pas que Anne Sinclair, il y a Alain Finkielkraut qui se sent, je cite, compromis. Qu'est-ce qui, Myriam, permet à la France du 49-3, même si c'est la France de notre enfance, c'est la France du 49-3, c'est les États-Unis qui pratiquent pour certains la peine de mort, qui reviennent sur le droit à l'avortement, etc., de faire la leçon à Israël et de dire non à Israël? Ils peuvent? Ils peuvent tout. Enfin, ils peuvent, oui, évidemment. On est en démocratie, comme on en a tant parlé tout à l'heure. Ils peuvent tout. Maintenant, la question, est-ce que c'est de bon goût? Voilà. Non, moi, je pense pas. Surtout, si vous voulez, je pense qu'en tant que journaliste, certainement en tant que journaliste femme, on ne peut que admirer la carrière d'Anne Sinclair, etc. Maintenant, la question se pose. Anne Sinclair, en général, ne s'exprime pas sur Israël. C'est pas comme si c'était une commentatrice régulière. Vous voyez, si c'était une commentatrice régulière et qu'en ce moment elle était très fâchée, soit, c'est pas la seule. Mais là, pour le coup, sortir de son silence de façon aussi explosive et employer des mots aussi affectifs, j'ai peur, j'ai honte, etc. Oui, effectivement, on est mal à l'aise, nous, par rapport à cette leçon qui vient de l'extérieur. Et puis aussi, ça pose la question, si vous voulez, Finkielkraut, il s'exprime sur Israël. Donc bon, ok, mais ces intellectuels qui ne s'expriment jamais sur Israël et qui d'un coup prennent parti comme ça, etc., qui n'ont pas envie d'être envoyés à leur judaïté quand ils vivent en tant que Français. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont dans cette position de dire je suis Français de confession juive, mais je suis d'abord Français, etc. Et d'un coup, qui s'expriment avec beaucoup d'affaires sur l'État d'Israël, comme elles ne s'expriment pas. C'est-à-dire que quand la Cour suprême américaine renverse l'arrêté au sujet des avortements, elle ne dit pas j'ai honte et j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on rentre tout de suite dans le registre de l'affect, en allant en plus dans des plateformes comme Le Monde, comme le Parlement européen. C'est-à-dire que ce n'est pas des plateformes communautaires, elles ne s'adressent pas à ses confrères juifs, elles s'adressent au monde pour dire je me sens mal à l'aise avec ce qu'on fait en mon nom, mais est-ce que c'est vraiment en son nom? Non, c'est pas en son nom. Enfin voilà, c'est toujours la position très compliquée des intellectuels juifs à l'étranger. Ben Dror, vous revenez des États-Unis, là-bas vous avez été interviewé justement en tant qu'Israélien avec cette démocratie qui vit des heures sombres selon certains, et vous avez réfléchi à comment parler
aux autres, donc, aux pays étrangers, de ce qui se passait ici, chez nous. C'est important pour vous d'avoir non pas un double langage, mais une double analyse. Oui, c'est important. Il faut dire la vérité parce que quand on ment, les gens savent que vous mentez. Et j'ai fait face à un dilemme. On m'a invité pour une interview pour le journal le plus tiré aux États-Unis, le Wall Street Journal. Et je me suis dit, que vais-je dire? Je ne peux pas mentir. Voilà, ils peuvent lire ce que je dis sur le gouvernement en anglais, ça s'est publié, je fais des conférences, etc. Mais j'ai résolu ce dilemme en disant la vérité et rien que la vérité, ce que je pense sur Israël. Mais j'ai souligné autre chose, et c'est important de le souligner, et là je suis en désaccord avec Anne Sinclair. Je n'ai pas peur, ce n'est pas la fin de la démocratie, parce que ce qu'on a vu au cours des 3 derniers mois, même si je suis en désaccord avec la coalition, avec le gouvernement, c'est la meilleure preuve qu'Israël est une démocratie vivante, dynamique, et je suis fier de faire partie de cette démocratie. Donc, chers amis, c'est ce que je leur ai dit, le fait que je critique le gouvernement, que d'autres critiquent, que d'autres soient en accord avec le gouvernement, c'est cela la démocratie. Donc, je n'ai pas tellement peur. Entre la démocratie et toutes ces manœuvres politiciennes, c'est la démocratie qui l'emportera. La démocratie l'a emporté à plusieurs reprises, elle le fera encore cette fois. Et c'est le message que j'ai voulu faire passer. Je regrette que ce ne soit pas le message d'Anne Sinclair parce que Myriam, je sais, la deuxième fois que je dis qu'elle a raison, mais elle ne comprend pas bien la politique israélienne. Les gens qui ne connaissent pas la politique israélienne, eh bien, ont des craintes qui n'ont pas lieu d'être. Nissim. Okay. Il y a plusieurs choses que je veux expliquer. D'abord, bon, on ne va pas se redisputer sur est-ce qu'Israël est une démocratie ou pas une démocratie, on l'a déjà fait. Mais tout simplement, il faut bien comprendre. Anne Sinclair, comme d'autres, ils veulent se porter bien. Vous savez, c'est une question de sociologie. En parlant de cette manière, elle se fait accepter par ses pairs. Elle se fait accepter par les gens. Elle dit ça parce qu'elle veut se faire bien voir. Même si c'est de manière, comment on dit, pas inconsciente, voilà, merci du mot. Même si c'est de manière inconsciente, au bout du compte, c'est ça, c'est une question de sociologie. Exactement comme une bonne partie des manifestants contre la réforme, c'est une question de sociologie parce qu'on leur fait peur et qu'ils disent, allez, on va manifester. Et parce que la bien-pensance, elle est en ce moment du côté de ceux qui disent non à Israël. Exactement. Non, d'un autre côté, donc ça c'est le côté. De l'autre côté, j'aurais bien aimé avoir le même mode de nomination des juges de la Cour suprême comme celui de la Cour constitutionnelle en France, où j'aurais aimé avoir le même, où je prends la nomination des juges aux États-Unis et que je l'aurais attrapé à 4 mains pour l'amener en Israël. Ce qu'on a proposé à aller beaucoup moins loin de ce qui se passe en France, aux États-Unis ou dans tous les autres pays. Donc il y a même un peu d'hypocrisie dans ça. Mais je donne un autre exemple. La semaine dernière, il y a une semaine et demie, était ici une délégation du consistoire avec des parlementaires français. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Une seconde. Il y avait ici une délégation du consistoire avec des parlementaires français qui sont venus, 250 personnes. Tout le consistoire et une bonne partie sous la direction de Eli Korchia, qui est le président du consistoire de France. Et entre autres mon beau-frère, mais ça c'est autre chose. Dans tous les cas, ils sont venus. On n'a pas entendu un mot sur ce qui se passe en Israël. Ils sont venus là pour soutenir Israël, pour comprendre Israël. Les parlementaires sont venus là pour comprendre et connaître Israël. Pourquoi, vous dites que c'est pas la même chose ? Un seul mot sur la réforme. Pourquoi vous dites que c'est pas la même chose, Bendra ? Non, le système de gouvernance aux États-Unis et en France sont très différents de ce qu'on a en Israël. On a, vous savez, les check and balances qu'on a aux États-Unis. Tout n'existe pas chez nous. On n'a pas aussi la même chose qu'en France. On n'a pas 2 chambres du Parlement. C'est juste un exemple. Mais il faut dire les choses clairement. Si la méthode de nomination des juges et celle qu'a promu au départ Yariv Levin, ce sera le comité central du Likoud ou la famille Netanyahu qui les nommera, et ce n'est pas une bonne chose. Je voudrais laisser réagir Myriam. Okay. Oui, alors, pour résumer, on ne va pas régler ici la question de la réforme judiciaire, mais je pense que ce qui est très intéressant, c'est que si on fait un pas en arrière, qu'on fait une espèce de zoom out dans cette histoire, ce qui est, je pense, le sujet, c'est que la droite a le sentiment d'être ce citoyen de seconde. C'est finalement ça le sujet. Parce que si on fait un zoom out et qu'on regarde la politique israélienne, la droite, les idées de la droite, Nissim,
ont gagné en Israël, d'accord? L'idéologie sécuritaire de droite a gagné. L'entreprise des implantations en Israël a gagné. Le monde Haredi, avec son accent sur l'étude de la Torah, a gagné. L'idée que d'abord on va faire la diplomatie avec le monde et qu'ensuite on réglera peut-être la question... Tous ces sujets-là, on en parle. L'économie capitaliste a gagné. C'est-à-dire qu'on a eu un gouvernement pas de droite pendant quelques mois, il n'a rien fait d'absolument radicalement différent. C'est-à-dire que les grandes idées de droite ont gagné en Israël. Le public est majoritairement à droite. Certes, sur les sujets d'État et de religion, effectivement, ils souhaiteraient plus de libéralisme, mais globalement parlant, on est un État capitaliste, on est un État sécuritaire qui a... Les Israéliens sont d'accord sur la grande majorité des grandes idées de droite. La gauche a échoué. On n'est plus un État socialiste. On n'est plus en train de faire des accords de paix à tout va. D'accord? Donc, si vous voulez, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que la droite, pourtant, a imposé son idéologie, a convaincu, la bataille des cœurs, elle est gagnée. D'accord? A convaincu, mais pourtant, se sent encore pas écouté. L'histoire des juges, bien sûr que c'est important quand on rentre dans les détails, mais finalement, cette question des infiltrés africains qu'on a réussi ou pas réussi à faire sortir comme on voulait, ça reste complètement trivial au regard de 10, 15 ans, 20 ans de politique de droite. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça réveille les passions sur un sujet qui n'est pas... Si je comprends bien, et on va terminer sur ce sujet, ce que dit Myriam, c'est qu'en réalité, autour de cette table, à la Beit Hanassi en ce moment chez Yitzhak Herzog, il faudrait un bon psy et pas forcément des bons politiques. זה לא יזיק. Ça ne ferait pas de mal. Ça ne ferait pas de mal. לא, יש פה משהו מאוד מעניין. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Et cette fois-ci, je suis un peu moins d'accord avec Myriam. J'ai aussi le droit de ne pas être d'accord. Il y a là un paradoxe. La société israélienne vit un paradoxe. Pourquoi? Parce que si vous faites un sondage, la plupart des Israéliens ne veulent pas d'État binational, ne veulent pas d'avant-poste en Judée-Samarie, ils veulent un mariage civil, veulent que le Kotel soit ouvert pour tous. Tout cela, toutes ces choses-là, c'est quelque chose que la coalition ne veut pas. Donc c'est ça le paradoxe. Oui, la majorité vote pour les partis de la coalition. D'ailleurs, ça n'est pas tout à fait exact. Parce que ceux qui ont voté pour cette coalition, c'est 48%, mais du fait de la conjoncture et de la méthode électorale, ils ont eu plus de sièges à la Knesset. Mais ça n'est pas que cette coalition fait ce que la majorité veut. Ça ne veut pas dire, voilà, c'est un paradoxe. Paradoxe israélien ou juif, j'ai envie de rajouter. Je veux juste finir pardon. Première chose, et je vais clore. Je pense qu'on peut arriver à un compromis, pas à la maison du président, mais vraiment du terrain. Si nous, les citoyens, on s'assoit ensemble et qu'on fait un compromis, il se peut qu'on puisse y arriver. J'ai essayé de le faire, j'ai rencontré des amis qui sont contre la réforme, on a trouvé des plans de compromis. Voilà, c'est rencontre du terrain, ce qui s'est passé à Bnei Brak entre les habitants orthodoxes et les laïcs de Tel Aviv. Je pense qu'on peut le faire. Sur le terrain, que ça au niveau de ce que dit Ben Dror, le Likoud serait pour un mariage civil. Je pense qu'on peut y arriver. Même de ce côté, dès qu'on a la démocratie, dès que les juges seront élus de manière démocratique, dès qu'on aura la démocratie, on aura une coalition. Mais on l'a la démocratie. On aura une coalition pas entre la droite et les ultra-orthodoxes, mais entre la droite et le centre-gauche, entre le Likoud et Yair Lapid et Gantz, etc. Et avec cette coalition de 70-75 députés sionistes, on pourra rendre ce pays encore mieux que ce qu'il est déjà aujourd'hui. Et voilà, c'est dit. Et voilà, sur le plateau de conversation, la solution a peut-être commencé à être trouvée. Merci beaucoup, Nissim Slama, d'avoir été avec nous. Ben Dror Yamini aussi d'avoir participé à cette émission. Alors après avoir beaucoup parlé, vous avez